bonjour à toutes et à tous. Alors nous aurions évidemment préféré vous accueillir au sein de nos locaux à la Maison de la Laïcité pour cette conférence que nous organisons en collaboration avec le réseau louviérois de lecture publique. Mais l'actualité sanitaire en a évidemment décidé autrement et donc nous basculons sur une forme différente de conférence, et puis je devrais d'ailleurs plutôt dire d'entretien. Nous recevons aujourd'hui Madame Véronique Clette-Gakouba, qui est chercheuse à l'Institut de sociologie de l'ULB et qui travaille actuellement sur un doctorat, qui termine son doctorat, je pense, sur les rapports entre colonialisme et structuration des champs culturels et artistiques occidentaux. Et donc ça, c'est la partie recherche, mais elle est aussi militante de Présence Noire, qui est un collectif afrodescendant, qui a notamment soutenu la manifestation Black Lives Matter du mois de juin dernier. Et donc voilà, il nous semblait qu'à ce double titre, il était intéressant de pouvoir l'entendre et de pouvoir avoir un peu plus d'explications sur ce mouvement, ou ce slogan d'ailleurs, qui est Black Lives Matter. Et donc, ma première question, c'est justement, elle se rapporte à ce mouvement, à ce slogan. On a l'impression, nous, en Belgique, que c'est quelque chose qui a démarré assez récemment, avec la mort de George Floyd aux États-Unis, puis les manifestations qui ont suivi. Est-ce que c'est si récent que ça, ou est-ce que ça a une genèse un peu plus éloignée? Non, oui, c'est plus éloigné. Comme mouvement aux États-Unis, c'est un mouvement qui est déjà plus ancien et qui revendique en plus un héritage avec le mouvement des droits civiques, notamment avec le mouvement des Black Panthers. Donc ça s'inscrit vraiment dans une histoire longue. Maintenant, si on prend le mouvement social et politique Black Lives Matter en tant que tel, aux États-Unis, il naît déjà en 2013, en fait. Il se structure un peu plus tard. Il se structure officiellement plus tard, je pense vers 2015, 2016, je ne sais pas précisément. Mais disons qu'en 2013, le slogan, il fait son apparition sur les réseaux sociaux. Et il circule, il se transporte, il s'exporte au moment de toute une série de manifestations et d'émeutes qui ont secoué les États-Unis. Donc en premier, donc en fait en 2013, c'était suite à l'acquittement d'un vigile qui a tué à l'arme à feu un jeune noir américain en Floride. Donc c'était Trayvon Martin. Et donc, ça, ce sont, par rapport au mouvement Black Lives Matter, les premières vagues d'indignation. Et c'est une activiste militante américaine, Alicia Garza, donc pour les droits des homosexuels, qui a en premier, sur les réseaux sociaux, porté ce slogan, cet énoncé, la vie des Noirs compte. Et ensuite, voilà, il y a eu, comme aux États-Unis, on le sait, d'autres meurtres policiers, notamment à Ferguson, celui de Michael Brown, où il y a aussi eu le grand jury qui a décidé de ne pas inculper le policier qui a tué ce jeune Afro-Américain. Des émeutes qui ont été, enfin, des manifestations et des émeutes se sont déployées là-bas, et le slogan a été porté très 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 haut et fort par la foule, par les manifestants. Donc ça fait déjà depuis 2013. Vous parlez de slogan, mais donc il s'est structuré en mouvement. Est-ce qu'on peut parler vraiment d'un mouvement qui a une structuration concrète aux États-Unis? Aux États-Unis, je pense bien. Il y a plusieurs sections locales. Je crois qu'il y a une trentaine de sections locales. Pas seulement aux États-Unis, au Canada aussi, dans certains pays d'Afrique. Je sais qu'il y en a également, mais c'est un mouvement qui se veut sans noyau dur, sans représentation politique, sans leader identifié. Voilà. On peut faire le lien avec l'Europe et la Belgique, de voir un peu comment ce mouvement a essaimé de l'autre côté de l'Atlantique, alors? Ouais. Mais pour reprendre le cas de la Belgique, je pense qu'en France, le comité Adama, Justice pour Adama Traoré, Vérité et Justice pour Adama Traoré, je pense que depuis 2016, ils ont déjà des liens un peu structurés avec le mouvement. J'en sais pas beaucoup plus que ça, mais donc en France, je pense que ça date d'un petit peu avant. Pour ce qui est de la Belgique, c'est arrivé comme dans les autres pays européens, notamment en Suisse aussi, en Allemagne aussi, dans toute une série de pays européens, avec cette vague internationale d'indignation suite au meurtre policier de George Floyd, dont on a vu les images
sur toutes les télévisions, sur tous les réseaux sociaux. Donc en Belgique, c'est à ce moment-là que le slogan est repris tel quel, qu'il y a des tentatives aussi de mise en réseau de toute une série d'associations et que une manifestation, plusieurs manifestations en Belgique se sont déroulées sous le slogan Black Lives Matter. Mais bien sûr, ça s'est greffé sur des luttes qui étaient déjà bien présentes avant ça. Avec un contexte différent sans doute en Belgique ou... Bien sûr, avec un contexte différent qu'aux États-Unis, mais en même temps, c'est toute proportion gardée, mais c'est pas... Comment est-ce qu'on pourrait qualifier ça? C'est pas moins important, c'est pas moins grave, c'est une autre échelle en termes quantitatifs, et ce sont d'autres, puisqu'il y a une population noire qui est beaucoup moins importante qu'elle ne l'est aux États-Unis, encore qu'elle s'accroît ces 10-15 dernières années, et qu'on sait que on n'a pas l'usage de l'arme à feu n'est pas réglementé de la même manière, et que c'est une autre histoire. C'est l'histoire du colonialisme avec un autre type de rapport, un rapport plutôt paternaliste que le rapport directement du lynchage vis-à-vis des Noirs américains. Mais en même temps, c'est aussi une histoire longue de négrophobie entre les populations européennes et les populations africaines et les populations afrodescendantes qui vivent en Europe. C'est une histoire très très longue que les afrodescendants, dans lesquelles des trajectoires longues dans lesquelles les vies des afrodescendants s'inscrivent aujourd'hui. Donc c'est tout aussi criant comme problème par rapport à des trajectoires de vie. Et la question de la violence policière, aussi un autre... comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Une autre teneur, une autre texture, se manifeste autrement, mais on ne peut pas dire qu'elle ne soit pas présente, avec sans doute, puisqu'il n'y a pas cet usage de l'arme à feu, une gradation différente, mais il y a la question du harcèlement quotidien, la question du contrôle, la question du racisme, des actes de racisme dans la police, et la question aussi de rapports policiers qui terminent par des homicides. Il y en a plusieurs qui sont actuellement dans les mains de la justice. Et donc certainement, ce n'est pas une question qui est étrangère à la Belgique. D'accord, donc il y a un autre impact, mais en tout cas qui est aussi présent. Et donc vous avez fait le lien effectivement avec la question du colonialisme, qui est donc un impact, j'imagine, sur les enjeux que le mouvement peut porter en Belgique. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus à ce sujet? C'est-à-dire que bien sûr, ici, en Belgique, je pense... si on prend le cas de la France, le mouvement Black Lives Matter, il s'est tout de suite greffé sur les violences policières, puisque c'est une forte actualité qui anime la France. Les luttes postcoloniales en France, dans les banlieues parisiennes, avec une brutalité très significative de la part des forces de l'ordre et cette population qui vit en banlieue. Donc il y a un vrai rapport... direct de confrontation et de conflictualité. Et donc, c'est là-dessus que ça a pris, bien entendu. Et ici, en Belgique, le mouvement Black Lives Matter, si on regarde par exemple le 7 juin, et qu'on fait attention aux discours, aux discours qui ont été prononcés, en effet, beaucoup des revendications ont porté sur la question de la mémoire coloniale. Du déni de ce qu'est le colonialisme, ce qu'a été le colonialisme, des destructions qu'a causé le colonialisme au Congo, au Rwanda, au Burundi, et la façon dont on continue en Belgique à en faire plus ou moins l'éloge, ou en tout cas à ne pas aller vers des réparations et ne pas aller vers des reconnaissances des crimes commis. Et de fait, la négrophobie en Belgique est née de ce colonialisme-là.
Et la question du rapport à l'Afrique centrale est très très fort en Belgique, puisque ce sont les territoires que la Belgique a colonisés. Elle n'a pas colonisé les parties du nord de la France, elle n'a colonisé que ce centre-là de l'Afrique, et qu'il y a un passé colonial totalement refoulé, un rapport à l'Afrique. Est-ce que c'est un déni ou est-ce que c'est un manque de connaissances, d'informations Est-ce que c'est un peu des deux peut-être? Oui, je pense qu'on va départager l'un et l'autre, ça va pas être possible, mais je pense que là où on est dans un nœud aujourd'hui, c'est la question du refoulement, qui signifie qu'il y a le refus. Enfin, ce n'est pas uniquement l'incapacité de s'informer de ce que fut cette histoire, parce qu'elle n'a pas été enseignée dans les livres scolaires, par les enseignants, par le système scolaire. C'est aussi la volonté de taire cette histoire, la volonté de ne pas la traiter, et de continuer à penser que derrière la colonisation, il y avait des actes positifs en faveur de la population africaine, et que dans ce mythe-là, s'est construit une identité blanche, s'est construit un rapport de supériorité à un continent et à des peuples qui se traduit dans toute une série de domaines, que ce soit la question du savoir, les savoirs que l'on produit sur l'autre, que ce soit la question de sa culture, donc les rapports, les relations hiérarchisées entre une culture et une autre culture, que ce soit sur la question voilà, de qui aide qui, pensons à la coopération au développement, enfin, toute une série de relations sont structurées par ce rapport qui s'est construit pendant la période coloniale et qui apparaît comme un allant de soi pour toute une série tout un pan de la population qui refuse en fait de déconstruire cette histoire, d'aller voir la question de l'esclavagisme au XVIe siècle, qui refuse d'aller voir comment l'histoire des conquêtes s'est manifestée et par la suite. Comment déconstruit-on? Ça passe par l'enseignement, ça passe par d'autres choses? On parle beaucoup de décolonisation de l'espace public, par exemple. Est-ce que... C'est un travail de longue haleine. Je pense pas qu'il y ait de recettes. Je pense pas qu'il y ait de réponses toutes faites à cette question. Ce sont des épreuves par lesquelles on passe parce que il y a une population afrodescendante qui alerte sur le fait qu'il y a un problème de profond qui traverse la Belgique, qui continue en fait à produire des inégalités et qui met le doigt sur une structuration, stratification de la société qui rejoue les mêmes inégalités que pendant la période coloniale, qui rejoue les mêmes rapports et qui rejoue les mêmes idéologies et les mêmes stéréotypes. Donc on est à la fois dans un phénomène symbolique et dans un phénomène très matériel, puisque ça repose sur des structures matérielles, des structures avec des institutions, leur rôle, des statuts, des différences socio-économiques. Donc il y a un ciment, il y a un appareil, il y a des appareils derrière ces inégalités. Et donc il y a... porté politiquement, il y a des acteurs qui portent ce discours, ou est-ce que vous avez des relais qui portent le discours, la critique. Oui, Mais pour l'instant, c'est très difficile en Belgique de politiser ces questions-là. Ils ont été un peu médiatisés ces derniers mois peut-être, mais... je pense que l'un des signes qu'on est dans une période de continuité coloniale, c'est bien le fait que, sans doute comme dans la période coloniale, les acteurs qui politisent radicalement ce problème sont obligés de le faire en dehors des sphères instituées pour débattre, délibérer d'un problème politique. C'est-à-dire que la question postcoloniale n'est pas reconnue comme étant légitime en tant que problème politique que la cité, dont la cité doit s'emparer au sens large et délibérer jusqu'au moment où on acte de dispositifs permettant une sortie de ce problème. On n'en est pas là, on en est dans des rapports de force
entre des acteurs. Une commission est instaurée. Une commission est instaurée. Je ne sais pas si vous avez entendu les remous que ça a causé, que ça a suscité. Et on pourra faire remarquer aussi que cette commission... Ça peut être une partie de la réponse ou... Pourquoi pas, mais je pense qu'il faut regarder l'histoire longue, voir déjà dans quel momentum cette commission se met en place. Elle se met en place au lendemain du 7 juin. On avait une manifestation qui n'a pas parlé que des violences policières, mais qui quand même part de là. Elle part du fait que ce sont des meurtres. Donc Black Lives Matter, c'est I can't breathe, don't shoot. Si on prend le cas de Moïse Lamine Bangoura, qui est un cas dont les médias ne parlent absolument pas, pourtant les parents sont venus, le papa est venu s'exprimer devant 15 000 personnes à Bruxelles, au moment de sa mort par des policiers à Willowbrook. Il ne sait plus respirer. Il pousse à Lamine Bangoura, Moïse Lamine Bangoura, je ne vais peut-être pas expliquer le cas ici, mais ça s'est passé en 2018 et il meurt d'asphyxie comme George Floyd et comme Eric Garner et comme d'autres aux États-Unis. Et beaucoup d'autres, ou si ce n'est pas beaucoup d'autres, il n'est en tout cas pas le seul. Et donc, sur ce cas-là, par exemple, je n'ai pas entendu que la Commission s'était donné les moyens de traiter de ces pulsions négrophobes dont le mouvement parle. Ça, je n'ai pas entendu qu'il s'était donné les moyens, qu'il avait entendu la question de la gravité, la question qui était portée par ces mouvements, c'est-à-dire que des vies sont tout simplement ruinées. Que très vite, cette commission a phagocyté un cri poussé le 7 juin et a enfermé le problème dans une commission d'experts composée essentiellement d'historiens, donc à essayer de basculer vers une page de l'histoire du passé. Enfin, du passé. Qui est importante à revisiter. Bien sûr, mais on peut quand même y voir une manière de circonscrire très très fort un problème d'actualité criant et une espèce de sortie un petit peu par le bas, plutôt que par le haut, par rapport à l'intensité du mouvement qu'a représenté notamment le rassemblement du 7 juin, où on était avec une jeunesse principalement, où on était avec des problématiques qui sont à la surface du social, tant ces problèmes sont ignorés, font l'objet de déni. Donc on était dans une expression très, très, comment est-ce que je pourrais dire ça, infrapolitique, en fait, qui n'a pas encore les termes pour... voilà, c'est pas la question des codes, c'est-à-dire que les politiciens ne comprennent pas encore ce que ça veut dire. Je pense que la jeunesse a tout à fait les codes pour en parler, mais les politiciens, eux, ne comprennent pas, n'ont pas le langage, parce qu'ils sont codés autrement, avec une minimisation de ce que c'est cette réalité brute du racisme et quelles sont ses conséquences dans la vie des gens. Donc là, il y a vraiment un gap entre c'est quoi le racisme, comment est-ce qu'il existe et qu'est-ce qu'il cause comme déstructuration à tous les niveaux d'une vie individuelle et collective. Là, il y a une démesure, il y a une réelle démesure entre la Commission et ce problème-là. Et donc, voilà, il y a une manière de neutraliser, il y a vraiment une façon de neutraliser ce qui s'est passé le 7 juin, si la Commission continue d'agir comme si c'était rien passé le 7 juin, en fait. Voilà. Après, la Commission va continuer son petit bonhomme de chemin et je pense qu'elle ne va pas exister toute seule, que ça va déborder d'elle-même, que d'autres acteurs vont s'emparer de la question et qu'elle va continuer à vivre grâce à d'autres acteurs, la société civile qui vont s'en mêler. En parlant de cette société civile, il y a évidemment d'autres parties de la population qui sont aussi victimes de racisme. Est-ce qu'il y a des alliances ou comment ça se structure un peu de ce côté-là ? Ça se structure... Est-ce que c'est compliqué de mettre en place quelque chose de plus large ou est-ce que ça ne doit pas être fait comme ça ? Non, de toute façon, c'est des mouvements
émergents qui naissent dans les expériences, des expériences qui par moments se recoupent, qui par d'autres moments ne se recoupent pas. Donc ça ne prend pas la forme d'un mouvement institutionnalisé, voilà, premièrement parce qu'il n'y a pas de moyens financiers, parce qu'il faut aussi voir qu'on est dans un antiracisme porté par les premiers concernés, qui ne sont pas les acteurs, qui sont légitimés pour définir ce qu'est le racisme, si on prend l'histoire officielle de l'antiracisme. Donc ce sont des regroupements, comment est-ce que je pourrais dire ça, qui travaillent sur base de ressources assez précaires, en termes financiers, en termes d'espace et en termes de temporalité, parce qu'il faut tenir. Et donc, il y a des alliances conjoncturelles qui s'établissent, bien entendu, mais comment est-ce que je pourrais signifier ça ? Prenons... Il y a une espèce de relation de dépendance au pouvoir aussi. Je pense que c'est ça qu'il faut comprendre. On prend le cas de la commission. La commission, elle a décidé qu'elle traitait les Congolais, les Rwandais et les Burundais. On était le 7 juin avec la question des violences raciales et notamment la question de l'ensemble des groupes racisés, si on prend le cas de la Belgique et de Bruxelles, parce qu'ici, voilà, moi j'étais à Bruxelles, je vois un peu mieux la démographie bruxelloise, la population maghrébine, qui est particulièrement touchée par la violence policière. Donc qui était concernée par le 7 juin, même s'il a aussi vu l'entrée, l'axe par lequel on rentre dans le problème. Voilà, il y a en effet des jeux d'alliance, des définitions de qui est touché. Une fois qu'on s'inscrit dans une relation avec les institutions qui ont redéfini les segments des groupes concernés d'une autre manière, ça déstabilise très très facilement des alliances précédentes, étant donné qu'on est dans des mouvements très vivants, très épidermiques, très changeants, très fluctuants dans leur forme. Donc ce sont des alliances qui, disons, ne sont pas stables, mais qui savent devoir se travailler, puisqu'on est à la fois sur une histoire longue de la colonisation, et qu'on est dans ces histoires de vie urbaine, avec toute une série de groupes qui reçoivent la violence coloniale dans leur quotidien. Vous parlez de la ville, mais donc effectivement l'espace urbain est marqué par ce colonialisme, avec sans doute on y pense tous aux monuments, aux noms des rues. Et donc, que faut-il faire par rapport à ça ? Est-ce qu'on doit les enlever ? Est-ce qu'on doit avoir une autre approche en termes de contextualisation ? C'est évidemment l'élément qui était un peu médiatisé ces derniers mois. Quelle réponse apporter à ça, en fait ? De nouveau, je pense que c'est d'abord un travail en profondeur de réflexion à mener, qu'il n'y a pas de réponse. Bon, pour l'instant, il y a des controverses et des débats. Puisque certains groupes, je pense notamment au collectif Mémoire coloniale, ont plutôt milité pour que les monuments coloniaux soient contextualisés. Donc certaines initiatives vont dans ce sens-là. On a vu au lendemain des rassemblements des groupes qui déboulonnaient les statues. Et toute une série de groupes qui revendiquent quand même la statue en taguant avec la peinture rouge, en écrivant certaines choses en termes de revendications liées sur ces statues mêmes. Et donc voilà, il y a une criminalisation aussi par rapport à ces actions portées sur les statues par les groupes qui sont totalement... finalement opposés à des vraies transformations et qui préfèrent rester dans la logique qui a prévalu au fait et qui ont porté au nu certains monuments en les sacralisant en tant qu'objets d'art, sans considérer que ces objets d'art étaient dans des historicités politiques avec des conflictualités politiques très fortes, mais donc qui restent attachées à la valeur patrimoniale et artistique de ces œuvres, et donc qui criminalisent les groupes qui
qui s'adresse à la portée symbolique de ces œuvres. Et le débat est là-dedans, donc contextualisation comme une espèce de voie médiane. Mais La contextualisation, ce serait le compromis ou... Je pense que pour certains, ce serait le compromis, cette espèce de conscience, une manière de se racheter un petit peu la conscience, de régler le problème assez facilement. Or, si moi je dois donner ma position ici, je pense qu'il faut passer par des actes sacrificiels, en fait. C'est un terme du sacrifice que Leonora Miano, l'écrivaine camerounaise, a mobilisé sur ces questions-là, le curateur historien de l'art Thomas Lutumbwe aussi. Et je pense qu'il y a en effet la question de qu'est-ce qu'on est prêt à abandonner. Est-ce qu'on est prêt à abandonner quelque chose, donc en tant que société qui a colonisé toute une partie de l'Afrique et qui aujourd'hui est constituée sur base de ce passé-là, en termes symboliques et en termes matériels. Qu'est-ce qu'on est prêt à abandonner? Est-ce qu'on est prêt à renoncer volontairement à un type de rapport dans lequel on est inscrit depuis plusieurs décennies et qui perdure, qui persiste et qui continue à ruiner des vies? Et s'il n'y a pas ce geste sacrificiel qui est réalisé d'une manière ou d'une autre, et que la solution se cantonne à des dispositifs pédagogiques, éducatifs, d'enseignement, je pense qu'on peut aboutir à une situation pire que celle dans laquelle on est aujourd'hui, parce qu'il y aura alors la prétention qu'un changement a été effectué. Et la continuation de ce refoulement, donc qui est pire que de ne pas savoir, c'est de rester aveugle à sa propre conscience, sa propre construction et la construction du rapport à l'autre qui apparaît comme étant naturel et que même on aurait soi-disant travaillé, et donc qui continuerait à inscrire les revendications dans du silence, comme elles le sont aujourd'hui, d'où le travail incessant d'élever la voix. Donc je pense vraiment qu'il y a une urgence, en fait, à poser des actes de réelle transformation. Donc on disait tout à l'heure effectivement que c'est un mouvement plutôt originaire des États-Unis. On a parlé de la manifestation bruxelloise, des enjeux belges. Maintenant, peut-être au niveau local, comment peut-on se sentir concerné? En fait, on habite la Louvière. Comment on peut se sentir concerné par Black Lives Matter? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Oui, je pense que c'est une question importante. Comme on l'a vu même ici avec la Belgique, en parlant de la France, on pourrait en parler de la même manière pour les autres villes. De toute façon, c'est un mouvement qui s'actualise, qui se déplace, qui s'exporte, mais qui finit toujours par s'actualiser, donc prendre des formes pertinentes par rapport à une réalité du racisme qui est locale. Même si la négrophobie, c'est un phénomène globalisé, relié, interrelié dans le temps, dans les géographies. C'est certainement pas étranger, la négrophobie aux États-Unis, celle qui est ici. En même temps, chaque fois, ça prend des formes particulières dans une histoire d'un pays en particulier. Et en Belgique, il s'est montré très fort dans les villes où il y a des fortes populations afrodescendantes, parce que c'est elles qui portent à la conscience, comme Tiashin Bembe, qui portent à la conscience de la Belgique, de la France, le problème lancinant de la race que ces pays ne veulent pas voir. Ça n'existerait pas, ou ce serait des résurgences d'un passé qui de temps en temps se remanifestent de manière conjoncturelle, alors que non, donc on vient porter à la conscience que ce problème est structurel. Et voilà, quand on est en dehors de ces grosses villes, est-ce que le problème continue à compter, et comment? Certainement que oui, puisque ces populations afrodescendantes sont présentes à travers toute la Belgique. Donc ce serait déjà une première raison, avec des statuts différents. Mais je pense aussi que ça l'est parce que, si on prend le cas de la Belgique, c'est tout un territoire avec des manières différentes en fonction des régions qui ont participé à l'emprise coloniale. Et que donc, et que la manière d'y avoir participé a affecté les cultures locales, les façons de se rapporter à l'autre, comme on dit,
des façons de se considérer soi-même aussi, et toujours par rapport à ce qu'est la colonisation belge et d'autres colonisations européennes, dans une forme de déni et d'ignorance, avec du coup l'entretien aussi de ce rapport, mais dans ce déni et cette négation. Et donc je pense que si on prend le cas de la région du Hainaut, c'est comment est-ce que le Hainaut s'est construit par rapport à ce colonialisme, comment de quoi est-ce qu'il a hérité aujourd'hui par rapport à ce passé, et il a hérité de choses, puisque si on prend vraiment pas seulement la Louvière Centre, mais aussi plus largement la région, on sait qu'à Mons, il y a eu un travail à l'hôtel de ville, par rapport au collectif Mémoire coloniale, je pense, de replacer une plaque en mémoire de Lumumba, de Okito et de Mpolo, donc tous les 3 assassinés avec la complicité de la Belgique, à la place d'une... en tout cas, ils ont fait un travail d'équilibriste. Il y a une ancienne place en mémoire des pionniers de la colonisation qui étaient présentes là. Il y a un buste de Léopold II qui est présent ou qui va être enlevé à l'université de Mons. À Tournai, si on rentre dans le palais de justice, il y a un tableau avec Léopold II. Donc ce sont ces traces, c'est un travail que toute une série de collectifs fait, Mémoire coloniale. Je ne sais plus comment s'appelle l'autre collectif congolais qui est à Mons. Voilà, j'ai oublié son nom. Donc, de quoi est-ce qu'on hérite quand on est dans la région du Hainaut, et je dirais même en particulier, précisément dans cette région-là. Et donc, de nouveau, je reviens avec la question tantôt, qu'est-ce qu'on fait avec cet héritage? Donc, on l'identifie dans un premier temps, peut-être, et après, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, vous avez parlé de formes de contextualisation, ou en tout cas d'équilibrer en mettant en évidence des personnalités congolaises, mais voilà, au-delà de ça, comment peut-on fonctionner? Mais je pense que le travail, je pense vraiment que le travail est long, le problème est épais, et que le travail est long, et que rien que le travail d'archives... Identifier déjà, en tout cas, au moins ça Oui, et je pense qu'il est à creuser, et que c'est dans ce travail-là aussi que des réponses peuvent être apportées, qu'il n'y a pas des étapes qui peuvent être sautées, et croire que il suffit de voir les archives, qu'on va les explorer, et déjà se demander ce qu'on va faire. Allez voir ce qu'il y a dans ces archives. Si on prend... ici, la Louvière, Jules Cornet, donc on en parlait, un géologue important dans l'histoire de la conquête coloniale, puisqu'il est né à la Louvière, il a enseigné à Mons, et je pense que c'est une région où il y a anciennement industriel, où il y a beaucoup d'ingénieurs, où il y a eu un réseau d'ingénieurs, un réseau de géologues qui participent à l'expansion, à la conquête, à l'expansion coloniale. Donc si on prend Jules Cornet, qui a une statue à son effigie à Mons. C'est pas rien. Il participe à la première expédition dans le Katanga, donc riche en minerais de cuivre notamment, et qui fait la richesse de la Belgique, voir comment est-ce qu'elle fait la richesse de la région, comment est-ce qu'elle fait la richesse des villes de la région, comment elle consolide des réseaux de villes. Puisque Jules Cornet participe à la première expédition qui permet à la Belgique d'explorer les sous-sols et qui permet d'occuper la région, qui fait les études scientifiques. Donc, ce sont des acteurs qui sont situés dans cette région. Donc là, vous êtes à l'étape de l'identification. On a identifié Jules Cornet. Oui, mais ça veut dire qu'on a un réseau qui est situé ici localement, qui légitime par son expertise tout un pays par rapport à une histoire coloniale et toute la grandeur d'un pays. Et donc ça, on fait un travail d'histoire par rapport à ça. Oui, mais ça signifie que quand on est de la région ici, on ne peut pas rester dans une autre région non plus, d'ailleurs, mais je dirais spécifiquement dans quel rapport on est face à la question du racisme. Parce qu'il y a une manière d'aborder la question du racisme qui est totalement abstraite. Puisque ces liens historiques ne sont pas connus, sont refoulés, ne sont pas étudiés, et que le racisme est présenté comme une question purement morale et humaniste, et qu'il suffirait de faire preuve de bonne foi, je ne suis pas raciste, de le prouver de multiples manières, j'ai un ami noir, et de s'en sortir par
par ces espèces de rhétorique, en fait, de langage qui traduirait sa grandeur morale. Et que là-dedans, il y a un rapport pervers au groupe noir même, alors que pendant que cette bonne foi est manifestée, il y a un rapport matériel, historique, qui a construit des familles, qui a construit des richesses, qui a construit des villes, qui a construit aussi du symbolique et des mentalités, qui restent sous le buisson. Et donc, je pense que pour sortir... Comment fait-on alors pour sortir de sous le ruisseau ? Je pense qu'il y a savoir d'où est-ce qu'on vient dans son histoire et comment est-ce que sa propre histoire s'inscrit dans cette trajectoire historique d'un racisme qui se construit dans des rapports de l'Occident, de la Belgique, à des territoires, à des richesses, à des groupes, à comment des groupes sont nommés, à comment des groupes... D'accord, donc ça c'est un travail évidemment beaucoup plus large. Mais si on revient juste au cas précis de Jules Cornet, par exemple, et de son monument à Mons, qu'est-ce que vous suggérez par rapport à ça ? Est-ce que, de nouveau, on revient sur la solution de la contextualisation ou, J'habite moi-même la rue Jules Cornet à la Louvière, j'ignorais complètement son passé. Donc est-ce qu'il faut aller en dessous du nom de Jules Cornet, mettre une petite plaque explicative ? Est-ce qu'il faut changer le nom de cette rue ? Voilà, quelle est la solution qui aurait un intérêt pour... Oui, à cette question-là, je n'ai pas de réponse toute faite. Par contre, je pense qu'on pourrait lister des mauvaises réponses et les éviter. Si on prend le cas de Jules Cornet et sa contextualisation, déjà, je pense qu'on entre par un personnage, mais qu'on ne cible pas nécessairement un personnage pour lui seul. Donc, dans quelle séquence historique il s'inscrit et avec qui est-ce qu'il commet les actes qu'il commet, puisqu'il ne les commet pas seul, et que ces actes ont des effets, et que ce sont les effets auxquels on s'intéresse en tant qu'aujourd'hui, il continue de marquer des rapports. Et donc, il y a un travail... historique par rapport à des effets, en fait, plutôt que l'enfermement dans un épisode de l'histoire. Et deuxième chose, donc dans une histoire par les effets, et aussi, je pense, ce qui est rarement fait quand on contextualise, c'est d'être très précis sur qui, quand, où, comment, et aujourd'hui, par rapport aux effets dont je parlais, plutôt que de rester vague. Donc, avoir une contextualisation qui offre réellement des prises pour savoir dans quoi on a été embarqué et pouvoir se situer dans ce dans quoi on a été embarqué. Et si on contextualise de manière à ce que, voilà, on a 2-3 idées sur ce qu'était Jules Cornet, puis c'est fini, ou on a enlevé Jules Cornet, mais on n'a rien appris de ce qu'il était, ou voilà, on sait que les archives sont situées là-bas, mais on n'a pas fait ce travail, alors qui est peut-être un travail d'historien qui après doit être réarticulé avec d'autres disciplines, des sciences sociales, aussi d'autres acteurs de la société civile. Donc c'est un long travail, mais en tout cas, je pense que c'est travailler à partir de la statue pour avoir des prises dans une région, qu'est-ce que ça a joué sur notre manière de nous construire et d'entrer dans un rapport évident à l'Afrique qui ne l'est pas. D'accord, vous parlez de la région de la Louvière, la région du centre. C'est une région où le folklore est important, où le carnaval est quelque chose effectivement qui fait partie de l'identité. Ouais. Et on sait voilà, que peut-être pas le carnaval louviérois, mais que certains carnavals, que certains pans du folklore belge, wallon, inuit peuvent parfois avoir des traces au minimum, on va dire, ou en tout cas des symboles racistes. Ouais. Comment justement peut-on dénoncer ça et aller peut-être au-delà de la dénonciation? Est-ce que c'est possible de faire changer ça, ou parce qu'on va se retrouver face à deux camps qui ne vont pas s'entendre, qui ne se comprennent pas, les uns effectivement mettant le doigt sur les éléments racistes et les autres mettant le doigt sur la tradition, sur le fait que non, que c'est un folklore, que ça n'a plus rien de raciste. Et donc comment fonctionne-t-on? Est-ce que vous avez des exemples concrets par rapport à ça? Donc la question des folklores, elle est très importante. Si on considère la question de la négrophobie et comment elle se véhicule, ça c'est évident. Donc plusieurs associations travaillent dessus depuis longtemps, notamment l'association BAMCO. C'est pas la seule.
Bruxelles Panthers aussi. Récemment, d'ailleurs, puisqu'on est ici dans le Hainaut, il y a plusieurs folklores éminemment problématiques. Il y a, en termes de négrophobie, donc il y a celui à Ath, donc à l'occasion du casse-date, il y a les sauvages qui sortent. Donc la représentation d'un homme sur un chariot qui est attaché, tel un sauvage qu'on aurait réussi à capturer et qui a tous les signes de la sauvagerie. Et juste à côté, à Lessines, à Deux-Acrennes, le village de Deux-Acrennes, la sortie des nègres, où là aussi, on est face à du blackface, puisque c'est ça ce dont il s'agit. Donc c'est cette pratique qui consiste à se grimer en noir, avec d'autres attributs de la caricature du noir. Et en effet, depuis 2018, il y a des grosses controverses, puisque on était sur la question du refoulement et la volonté de perpétuer des traditions qui ont un caractère raciste, tout en ne voulant pas attendre non seulement que les afrodescendants sont victimes de ces préjugés directement, qui a un impact dans la manière dont elles sont perçues, mais que ces traditions possèdent dans leur fondement des ingrédients qui sont racistes. On parlait tout à l'heure du refoulement. Pour une bonne part de la population, mais aussi des autorités politiques, parce que ce sont des acteurs politiques qui plébiscitent ces folklores-là, le refus d'entendre la relation à une histoire raciste. C'est une fin de non-recevoir ou il y a moyen d'entamer le débat par rapport à ces questions On l'a vu que c'était très compliqué ces 2-3 dernières années, que ce soit de la part de Rudy Demotte, que ce soit de la part des bourgmestres de Lessines et de Ath. En tout cas, avec Présence Noire et Black Lives Matter, Bruxelles Panthers, on a été voir notamment le bourgmestre de Ath qui s'est montré très rude dans la discussion et qui nous a plutôt taxé d'acteurs qui non pas qui portaient une revendication légitime, mais qui agressaient en réalité une tradition et qui accusait plutôt les acteurs de ne pas vouloir dialoguer. Donc il y a une vraie réaction de fermeture quand ce problème-là est adressé, une manière de vouloir garder la main sur comment est-ce qu'on va transformer un folklore sans jamais admettre qu'il y a un problème avec le folklore, ou en tout cas de ne pas vouloir l'admettre complètement et d'arrondir toujours les angles là-dessus. Et donc la meilleure illustration, qui est absolument pathétique, mais aussi tragique et inquiétante, c'est le renvoi en correctionnel d'un militant antiraciste, Nordine Saidi, en mi-octobre, pour avoir adressé un courrier au bourgmestre de Lessines expliquant que cette pratique devait cesser, étant donné son caractère négrophobe, et qu'il était urgent de mettre fin à cette pratique-là. Et donc, ce militant-là a reçu, une plainte a été déposée contre lui pour harcèlement et pour menace, et le juge de Tournai a décidé mi-octobre de le renvoyer en correctionnel. Donc on voit bien là qu'on est dans des questions très compliquées, où à la fois toute une série de personnes s'accrochent à des traditions en refusant que des personnes supposées extérieures à ces traditions, parce que identifiées comme non belges, en refusant qu'elles aient à dire quelque chose sur ces mêmes traditions. Donc que les personnes supposées extérieures soient des sujets politiques qui adressent un problème par rapport à ces traditions, et qui refusent également de considérer que ces traditions se sont fabriquées dans une histoire raciste. Et de l'autre côté, des acteurs politiques locaux qui très vraisemblablement tirent parti pour elles-mêmes de ces traditions-là, parce qu'on sait que la sortie du sauvage, c'est quand même un moment électoraliste très important, où on peut se faire valoir en tant qu'acteur de la région, et dans un rapport électoraliste aussi, il y a une population qui refuse
d'aborder le problème dans ses profondeurs historiques et actuelles, et qui préfèrent donc criminaliser ceux qui portent des revendications sur la définition de ce folklore. Pas de solution facile à court terme par rapport à ça. Pas de solution facile. Pas de solution facile à court terme par rapport à ça. Alors, ils ont décidé je pense si je ne me trompe pas, à Lessines, ça fait 2 ans qu'il n'y a plus de sortie des nègres. D'accord, donc là, il y a une modification quand même. Il y a une modification. Par contre, on voit quand même qu'il y a une manière d'éluder le problème de fond, c'est-à-dire c'est comme avec les monuments. La question n'est pas de paysagère, n'est pas de couper des têtes et de faire comme si finalement, comme ça on réglait le problème, puisqu'on sait que ça, c'est une de ces manifestations. La question, c'est d'avoir un vrai débat de fond de société. Comme une étape, ça n'y a pas eu. On peut pas prendre ça comme une étape déjà, le fait qu'il ne sorte plus on pourrait, mais en tout cas, la volonté ne s'est pas exprimée de cette manière-là. Pas que je sache. Je sais qu'il y a quand même des débats, notamment les centres d'action laïque qui ont mené des débats. Donc oui, il y a toute une série d'acteurs quand même dans l'éducation permanente qui font un travail là-dessus. Il y a aussi des folklores, si on prend à Bruxelles. Ce sont les Noireaux, dont font notamment partie Didier Reinders, c'est aussi une pratique de blackface, de charité, pour aller demander de l'argent aux plus riches et pour des bonnes actions, mais qui utilisent pour ça le blackface. Et puis ça plonge ses racines dans la colonisation aussi. Mais on voit que ce sont des solutions assez faciles. Donc là, en l'occurrence, ils ont rajouté une petite ligne noire et une petite ligne rouge pour faire référence au drapeau belge. Mais ce sont des solutions de façade. Il y a beaucoup de façadisme qui viennent prétendre qu'on serait passé à autre chose. Mais à nouveau, ce n'est pas entendre que derrière les revendications, il y a toute la question d'un racisme systémique qui habite une société qui s'immisce de partout à l'intérieur d'une société, et que le problème est c'est celui-là qui doit être débattu et adressé. Le racisme systémique dont vous parlez, il passe aussi, j'imagine, assez souvent par le vocabulaire qu'on va utiliser. Et donc, vous, ici, pendant votre intervention, vous avez utilisé plusieurs fois le mot afrodescendant. Oui. Est-ce que vous pouvez un peu l'expliquer aussi ? J'imagine que dans la lutte contre le racisme, c'est aussi important de pouvoir utiliser des mots qui ont un sens. Oui, bon, après, c'est le terme que j'utilise parce qu'il est assez dominant actuellement, vraisemblablement. Ces mots-là ont des histoires multiples, mais je pense que c'est notamment le fait de se désigner autrement en tant que population d'origine africaine ici depuis parfois 2, 3, voire 4 générations, et de cesser de prendre cette catégorie-là comme étant justement un élément d'extériorité par rapport à la Belgique, par son histoire, premièrement, et les liens via la colonisation, mais aussi tout simplement parce que le temps a passé et qu'une grande composante de cette population est née ici, est socialisée ici, a grandi ici, est éduquée ici, et donc fait partie de cette composante aux origines africaines, tout en étant tout à fait belge. Par rapport, c'est ça l'expression d'origine africaine, qu'est-ce que la notion d'afrodescendant apporte par rapport au fait d'utiliser d'origine africaine, par exemple ? Oui. Est-ce que ça a un intérêt particulier Est-ce que ça a un intérêt particulier ? Il faudrait vraiment voir maintenant tout le champ sémantique autour de la notion d'afrodescendance. Un des intérêts, je pense, mais c'est certainement pas le seul, c'est de renvoyer à l'histoire même du continent africain, dans ses rapports à l'esclavagisme, donc à la modernité en fait capitaliste, qui est son histoire récente, tout comme c'est l'histoire récente de l'Europe. Et qu'est-ce que ça a donné comme rapport au continent, rapport au territoire, rapport au monde, rapport au déplacement. Et que dans l'afrodescendance, il y a cette idée incontestable
ou cette vérité incontestable, pour le dire autrement, d'une Afrique dépouillée de ses richesses, avec des populations qui, depuis 400 ans, sont dans la contrainte du déplacement, que ce soit lié à l'esclavagisme, que ce soit lié au colonialisme, déplacement à l'intérieur du continent, les guerres, à l'intérieur du continent et à l'extérieur du continent aussi, pour réussir à trouver un horizon économique notamment. Et que donc le continent africain est un continent dispersé. C'est un continent éparpillé sur l'ensemble des autres continents, que c'est un continent diasporique. Et que cette notion d'afrodescendance renvoie à cette réalité-là du peuple ou des peuples africains. Donc c'est se rattacher à cette histoire longue de la dispersion, du déplacement des populations africaines. Il me reste donc à vous remercier pour ces échanges très très intéressants. On sent bien qu'évidemment le débat n'est pas clos, qu'il y a encore énormément de travail autour de la question du racisme en Belgique et ailleurs. Alors de notre côté, en tout cas, nous, ici sur la Louvière, avec notre partenaire du réseau Louvière Lecture Publique, on accueillera le 25 novembre François Rickmans pour un entretien autour de son livre Mémoire noire. Je vous remercie en tout cas de nous avoir suivis.